Bien. Bonjour à toutes les citoyennes et tous les citoyens qui regarderont en différé le déroulement de la séance extraordinaire. Le tout en cohérence avec les mesures de prévention de la propagation de la COVID-19. En effet, le 15 mars dernier, le gouvernement du Québec a autorisé les municipalités à siéger à huis clos et permet aux membres de prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Je me présente, Juliana Fumagalli, mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Et je vais saluer chaque élu afin que Madame la greffière, vous puissiez constater le quorum. Madame Rosanie Filato, conseillère du district de Villeray. Bonjour. Bonjour. Madame Mary Desros, conseillère du district de Parc Extension. Bon après-midi. Bon après-midi, Madame Desros. Monsieur Josué Corville, conseiller pour le district de Saint-Michel. Merci. Bon après-midi à tous et à toutes. Bon après-midi. Et Monsieur Sylvain Ouellet, conseiller du district de François Perrault. Bonjour. Bonjour. Désolé, Monsieur Ouellet. Et maintenant, je vais laisser le soin à Madame Nathalie Vaillancourt de présenter les membres du comité de direction. Alors, Madame Vaillancourt. Merci, Madame la mairesse. Alors, Nathalie Vaillancourt, directrice d'arrondissement par intérim. Je vais laisser le soin au directeur de se présenter. Bonjour, Annette Dupré, directrice des services administratifs et du greffe. Bonjour, Jean-Marc Labège, chef de division Sport, Loisirs, Développement social, en remplacement d'Elsa Marceau, directrice Culture, Sport, Loisirs et Développement social par intérim. Bonjour. Bonjour, Jocelyn Jobidon, directeur à la direction du développement du territoire. Bonjour, Marco Saint-Pierre, directeur des travaux publics. Bonjour, Diane Mongeau, secrétaire d'arrondissement substitut. Et il y a aussi avec nous Madame Isabelle Ross en soutien avec vous, n'est-ce pas, Madame Mongeau? Oui, Madame Fumagalli, vous avez raison. Madame Ross est avec nous. Alors, merci. En ce début de conseil, en ma qualité de mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel Parc Extension, je souhaite reconnaître que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité en territoire non cédé. Bonjour à vous tous et toutes qui regarderont cette séance en différé, puisque malheureusement, nos séances extraordinaires ne sont pas en web diffusion. Nous sommes aujourd'hui réunis en séance extraordinaire pour discuter d'une motion proposée par Madame Filato et appuyée par l'ensemble des conseillères et conseillers de l'arrondissement. Tout d'abord, je tiens à dire que je suis déçue que les discussions portant sur cette motion se fassent à l'intérieur d'une séance extraordinaire. Compte tenu de l'importance de cet enjeu, j'aurais préféré que nos échanges se tiennent dans une séance ordinaire, web diffusée et à date connue pour permettre à tous les citoyens et citoyennes de suivre nos débats. Je suis d'autant plus déçue car plutôt que de déposer une motion, Madame Filato aurait tout simplement pu déposer un amendement au projet de règlement, ce qui aurait permis d'avoir ces discussions lors de la dernière séance ordinaire du Conseil. Ceci étant dit, j'imagine que les conseillers et conseillères ont fait le choix délibéré de tenir ce débat en Conseil extraordinaire. Quelques mots sur la motion qui m'a été soumise. J'aimerais d'abord revenir sur le mandat donné à la Division du développement du territoire. Il s'agissait de proposer des mesures réglementaires pour mieux protéger notre parc locatif. La motion proposée, en autorisant de plein droit les fusions, aura pour effet de faciliter l'éviction des ménages locataires dans notre arrondissement.
ce qui est contre-productif si notre objectif est vraiment de protéger le parc locatif. Il n'y a rien dans cette motion qui offre une protection. Cette mouture est pire que l'original. Pourtant, tout comme dans Rosemont, le Plateau, Ville-Marie et le Sud-Ouest, nous constatons des évictions abusives et tout comme ces arrondissements, nous avons les moyens de les freiner. Les conseillers et conseillères se cachent derrière le tribunal administratif du logement pour refuser d'agir en matière d'éviction, alors que nos services ont recommandé des mesures comme empêcher la réduction du nombre de logements pour les bâtiments existants de 2 logements et plus, ou encore empêcher la division ou subdivision de logements pour les bâtiments de 3 logements ou plus. Ces mesures font partie de nos compétences et sont du ressort de l'arrondissement. À mon avis, il serait plutôt opportun de s'arrimer avec le tribunal du logement afin que nos émissions de permis ne soient pas des voies toutes tracées pour l'éviction des locataires. À cet égard, je soutiens que l'arrondissement ne devrait pas délivrer de permis si le tribunal ne permet pas l'éviction. J'aurais aimé aussi revenir sur la consultation publique en lien avec cette motion. Il est vrai que la moitié des personnes consultées auraient souhaité un assouplissement des mesures proposées, mais il est aussi vrai que l'autre moitié des personnes appréciaient le règlement et même souhaitaient plus d'encadrement. Cette seconde moitié n'a trouvé aucun écho chez les conseillers et conseillères. Ici, nous sommes très loin de l'équilibre. Je suis aussi étonnée que les conseillers et conseillères soient si sensibles à l'incertitude et au coût d'un projet particulier, puisque d'une part, j'avais proposé de limiter les coûts pour la transformation en unifamilial et que d'autre part, je n'ai jamais vu aucun conseiller ou conseillère depuis les débuts de mon mandat s'opposer à des projets. La seule qui a voté contre, c'est moi, personne d'autre. Alors, pour leur incertitude, on repassera. Plus encore, qu'en est-il de l'incertitude des ménages locataires menacés d'éviction qui ne peuvent se reloger dans le quartier au même prix, alors qu'eux ont des enfants aussi qui fréquentent nos écoles de quartier? Pourquoi est-ce que ces ménages ne réussissent pas à attirer une certaine sympathie? L'incertitude de se retrouver à la rue n'est-elle pas dramatique? Enfin, les conseillers et conseillères tentent de nous convaincre du bien fondé de leur motion en invoquant que les projets de logements sociaux et communautaires pourront nous permettre de préserver la mixité dans l'arrondissement. Ici, je ne peux que citer la vérificatrice générale dans son dernier rapport. Le nombre d'unités de logements sociaux réellement réalisés, c'est 0 à ce jour. Ce sont des projets, a-t-elle affirmé. Bref, aucun des 1400 logements promis n'avait été livré au moment où la vérificatrice générale déposait son rapport. Alors, si nous avons vraiment à cœur la mixité, on ne pourra pas compter sur le logement social et communautaire. Enfin, ce qui me choque le plus de la motion, c'est qu'elle autorise de plein droit des fusions dans les plex de 6 logements et moins, alors que dans les consultations publiques, aucune demande n'a été faite en ce sens. Ce que les propriétaires occupants nous ont demandé, c'est de limiter la superficie pour l'usage unifamilial dans les duplex et les triplex. Et c'est ce à quoi j'avais répondu positivement en intégrant la notion de superficie de plancher dans la seconde lecture du projet de règlement. Aussi, compte tenu de la crise du logement, des rénovictions, de la nécessité de mieux protéger le parc locatif,
et de l'ensemble des règlements adoptés pour limiter les évictions. Je demande aux conseillers et conseillères de revenir sur la décision et de ne pas appuyer cette motion. Nous procédons maintenant à l'étude de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Je propose, appuyé par M. Josué Corville, l'adoption de l'ordre du jour. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions des citoyens et des citoyennes. Madame la greffière, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Madame la greffière. Donc, certainement, pour cette séance, les citoyens pouvaient transmettre leurs questions dès la diffusion de l'ordre du jour, soit mardi 13 octobre, et ça jusqu'à 16h30. Nous vous rappelons que notre règlement de régie interne prévoit que 3 questions par sujet peuvent être posées, que les questions lors d'une séance extraordinaire ne doivent porter que sur les sujets de l'ordre du jour et que la durée de la période de questions est de 30 minutes lors de ces séances extraordinaires. Alors, merci. Alors, la première question, Madame la greffière? Oui, d'accord. Donc, la première question nous provient de M. Olivier Vézina, donc pour le sujet à l'ordre du jour, donc 0128308. Donc, en quelques années, les rénovictions sont devenues un moyen courant pour expulser les locataires, puisque le propriétaire n'a besoin que d'un permis de l'arrondissement pour mettre fin au bail en toute légalité. Les recours que dispose le locataire en cas de mauvaise foi ne lui permettront jamais de réintégrer son logement. Pour protéger le parc locatif et les locataires, il devenait clair qu'il fallait se doter d'outils pour prévenir les rénovictions dans l'arrondissement. Plus particulièrement, les immeubles de 4 logements et plus sont rarement occupés par le propriétaire et présentent des risques plus élevés d'abus lors de la procédure d'expulsion. La question est en 2 temps. D'abord, pourquoi les immeubles de 4 à 6 logements ont-ils été ajoutés aux exceptions de la présente motion, alors que seules 7 interventions sur les 342 enregistrées lors de la consultation publique vont dans ce sens? En quoi la motion répond-elle de manière équilibrée à la consultation publique si seulement les commentaires des propriétaires ont été pris en compte, alors que 50% des répondants étaient favorables au projet de règlement et que 106 des interventions demandaient à l'arrondissement d'en faire plus pour protéger le parc locatif? La question s'adresse à tous les élus. Bonjour, M. Vézina, et merci pour votre question. Le premier règlement, qui, je le rappelle, a été voté à l'unanimité au Conseil du 4 mai dernier, interdisait effectivement la réduction du nombre de logements pour les bâtiments existants de 2 logements et plus. Notre souhait était, et j'ose espérer, qu'il est toujours pour tous les membres du conseil d'arrondissement de mieux encadrer la transformation du parc locatif afin de mieux protéger les locataires, souvent vulnérables, qui se font évincer sous de faux motifs grâce à une réglementation d'urbanisme très permissive qui a été élaborée à une époque où les enjeux d'habitation et d'embourgeoisement étaient moins criants à Montréal. Je me pose donc la même question que vous. Pourquoi permettre de plein droit la réunification de logements pour des bâtiments de 3 à 6 logements, alors que cela n'a pas été évoqué lors de la consultation publique? À cela, j'ajouterais que de mon point de vue, la motion déposée par Mme Filato et appuyée par l'ensemble des conseillers et conseillères est loin de répondre de façon équilibrée aux demandes présentées lors de la consultation publique telle que son titre le prétend. En effet, cette motion répond uniquement aux demandes de ceux et celles qui se sont opposés à un ou des articles du projet de règlement, mais ne prend aucunement en compte les commentaires et demandes des citoyens et des citoyennes qui souhaitaient une réglementation encore plus restrictive. À cette motion, il est clair à mes yeux que Mme Filato prend le seul parti des propriétaires plutôt que de chercher un réel équilibre. J'ajouterais même
que la deuxième version du projet de règlement, c'est-à-dire celle proposée au conseil d'arrondissement du 5 octobre dernier, qui proposait de limiter la superficie de plancher à 200 mètres carrés lorsqu'un bâtiment est occupé par un seul logement, répondait à la grande majorité des demandes reçues de propriétaires occupants qui souhaitaient fusionner deux logements. En effet, suite à ce qui est ressorti de la consultation publique, j'étais prête à répondre à des assouplissements. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises et je le répète encore. La superficie pour l'usage unifamilial est un compromis que j'étais prête à faire afin qu'on puisse avoir un règlement qui fasse un minimum de sens pour préserver le parc locatif de l'arrondissement et de protéger les locataires d'éviction. J'ai mis de l'eau dans mon vin, mais clairement, je suis la seule à l'avoir fait. Avec la proposition de Mme Filato, le règlement est tellement dilué qu'il ne sert plus à rien. En fait, c'est comme si on faisait 2 pas en arrière. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui, Madame la mairesse. Oui, Mme Filato. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Vézina, pour votre question. En fait, on va expliquer les raisons derrière la motion de façon plus générale lorsqu'on arrive au point, mais je vais me permettre de répondre plus directement à vos questions. Donc, nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut un encadrement en arrondissement pour protéger le parc locatif. Il y a effectivement une crise du logement à Montréal, on en convient, et il était urgent de poser des gestes concrets. Ceci étant dit, cela nécessite un consensus à la majorité en arrondissement. Et bien qu'il y a eu une consultation publique formelle avec plusieurs interventions, autant de locataires que de propriétaires occupants, nous avons également, à titre de conseillers et conseillères, pris le temps d'échanger avec des personnes de façon informelle, autant des locataires que des propriétaires occupants. Beaucoup d'enjeux, beaucoup de préoccupations ont été soulevées, notamment concernant les multiplexes. Et cette motion qui est présentée, il faut le dire, est plus restrictive que ce qui était prévu, le statu quo en arrondissement. Donc, on prévoit un encadrement le plus rapidement possible. Donc, c'est la raison pour laquelle on a demandé la tenue d'un conseil spécial, mais avec un règlement qui fait l'objet d'un consensus à la majorité. Malgré les propos de la mairesse, il n'y avait pas autant d'ouverture qu'elle le prétend aujourd'hui. Donc, on s'est concerté entre conseillers et conseillères pour nous permettre d'avoir justement un règlement qui pouvait encadrer le cadre en arrondissement, en lien avec les multiplexes et en lien avec les conversions. C'est ce qu'on propose aujourd'hui. Et bien sûr, il n'est pas aussi restrictif que ce que propose la mairesse. Je crois qu'on a le devoir, comme élu, d'entendre les préoccupations de l'ensemble des citoyens, de trouver un équilibre. Et je pense que notre proposition dans la motion, où on démontre une grande ouverture pour faire un bilan annuel public, qu'on peut travailler aussi avec l'ensemble de la population pour voir c'est quoi les impacts de notre règlement. Est-ce qu'on doit le modifier encore une fois l'année prochaine pour être plus restrictif? C'est possible. On va le regarder ensemble, on va le regarder avec la population, mais une chose est certaine, on va aller de l'avant avec un règlement qui encadre le parc locatif en arrondissement. C'était primordial considérant la crise du logement. Donc, on va aller de l'avant et on pourra l'évaluer en temps et lieu. Merci. Merci, Mme Filato. Alors, Mme Mongeau, est-ce qu'il y a d'autres... on peut passer à la prochaine question, Mme Mongeau. Oui, d'accord, Mme la mairesse. Donc, pour les questions 2 et 3, puisque les questions sont similaires, les questionnaires sont similaires, est-ce que vous me permettez, si nous procédons donc à la lecture des 2 questions, une à la suite de l'autre? Oui, si vous considérez comme, bien sûr, allez-y.
D'accord. Donc, la question suivante est de M. Hicham Darwano, donc dans le 0128308, bien sûr. Donc, question pour Mesdames Filato et de Ross. Avec ma conjointe et mes 2 enfants, j'habite un immeuble de 6 logements sur le boulevard de l'Acadie. J'ai reçu de mon nouveau propriétaire un avis d'éviction pour agrandissement substantiel. J'ai mon audience au tribunal administratif le 11 novembre prochain. Je comptais sur le règlement 0128308 pour empêcher mon propriétaire de me chasser de mon logement. Or, j'ai appris que lors du dernier conseil d'arrondissement, vous avez exprimé la volonté d'aider mon propriétaire à m'évincer, moi et ma famille. Les versions précédentes du règlement nous protégeaient, tandis que celle que vous prônez actuellement me jettera ainsi que ma famille à la rue. Pourquoi voulez-vous que je sois évincée de mon logement? Et la deuxième question similaire, donc de M. Mohamed Am-Fizgay, toujours sur le même sujet, 0128308. Donc, question pour Mme Filato. Je suis un père et mes 3 enfants fréquentent l'école Barclay. Avec ma conjointe, je suis visée par une demande d'éviction pour agrandissement de logement. Je paie en ce moment un loyer abordable et j'aimerais pouvoir continuer d'occuper mon logement, qui est dans un immeuble de 6 logements, à proximité de l'école de mes enfants. Les loyers dans le quartier et à Montréal sont devenus exorbitants et aucun logement social n'est disponible en ce moment et à moyen terme. Le dépôt en mai dernier du projet de règlement 0128308 m'avait beaucoup rassuré. Madame Filato, la motion que vous avez déposée au dernier conseil d'arrondissement m'inquiète grandement. Madame Filato, si avec ma famille je suis évincée, qu'allez-vous faire pour m'aider à me reloger dans un logement abordable proche de l'école de mes enfants? Merci, Mme Mongeau. Alors, bonjour, M. Dawano et M. Am-Fizgay. Je suis bien au fait de votre situation, de cette fusion de logements dans votre immeuble, et croyez-moi, je suis très sensible à ce que vous vivez. Déjà, que de recevoir un avis d'éviction est anxiogène pour des locataires. Je n'ose même pas imaginer ce que ça représente en termes de stress lorsque cela survient en pleine crise de logement et en pleine crise sanitaire par ailleurs. Et lorsque on a des enfants qui sont inscrits à leur école de quartier aussi. Cela étant dit, je suis de tout cœur avec vous. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous suggère de contacter le comité d'action de Parc Extension. Son équipe pourra vous accompagner dans vos démarches. Vous avez raison aussi d'affirmer que le projet de règlement, tel qu'il a été adopté au conseil d'arrondissement de mai, n'aurait jamais permis la fusion de logements dans un immeuble de 6 logements comme celui où vous habitez. Sans dire que ceci est le cas, je vais laisser le tribunal se prononcer. Nous savons pertinemment que des propriétaires de multiplex utilisent le prétexte d'agrandissement pour évincer de mauvaise foi des locataires. Bien que ce ne soit pas légal, certains propriétaires utilisent l'objet de travaux comme prétexte pour évincer des locataires et augmenter le coût des loyers, ce qui est déplorable. Un des objectifs avec ce règlement, c'était justement de venir freiner ce phénomène grâce aux mesures réglementaires dont disposent les arrondissements et les municipalités. Malheureusement, la motion déposée par Mme Filato au dernier conseil vient remettre cette possibilité sur la table. Puis encore, elle vient le permettre de plein droit. Vous avez aussi mentionné être en attente de votre audience au tribunal du logement. Ça, c'est un autre enjeu sur lequel je travaille avec mon équipe. Mon souhait est que nos services émettent un permis pour des travaux seulement une fois que le tribunal du logement se sera prononcé et non pas avant, comme c'est le cas en ce moment. C'est comme si, en délivrant le permis avant, on traçait la voie à l'éviction potentielle des locataires. Il me semble que c'est le monde à l'envers. Du moins, on devrait minimalement tenir un registre des permis associés à une éviction qui ont été émis par nos services. Cela permettrait à nos équipes d'être plus vigilantes lors de l'inspection et d'informer les décideurs lorsque les travaux n'ont pas été réalisés. J'ai fait une proposition, mais je n'ai toujours pas eu de retour. Je cède maintenant la parole à Mme Filato, vu que la question vous était dirigée.
Je crois que Mme Desrosses souhaite prendre la parole et la première question était dirigée à nous deux, donc ça me convient qu'elle prenne la parole en premier. Très bien, parfait. Mme Desrosses? Merci, Mme Pilato. Merci, Mme la mairesse. Voyant que les deux citoyennes viennent de parquet, j'aimerais prendre le temps pour les répondre. Merci, Monsieur Darwano, pour votre question. Je vous entends et je comprends votre inquiétude. Comme vous le savez, depuis la crise sanitaire de la pandémie, une crise économique s'en est suivie et beaucoup de jeunes reviennent chez leurs parents, qui parfois sont eux-mêmes parents des jeunes enfants. D'où la nécessité pour ces propriétaires d'agrandir leur logement qu'ils habitent afin de pouvoir les accueillir. D'autant plus que ces jeunes qui reviennent dans le bercail familial sont plus rassurés sur la santé et la sécurité de leurs parents qui ne vivent plus dans l'isolement. Avec cette souplesse dans le règlement sur lequel nous nous sommes concertés, nous favorisons les maisons intergénérationnelles où les grands-parents vivent avec leurs enfants et petits-enfants. Le lien social se recrée à nouveau et la famille se soutient en ces temps difficiles. Ce sont des valeurs pour les biens communs, comme on dit. Il faut tout un village pour élever un enfant. Tout le monde est gagnant, les petits-enfants, les parents et les grands-parents. C'est un soutien transversal pour la famille au niveau psychologique, économique et social, et c'est toute la société qui en bénéficie. Et en complément d'information pour Monsieur Afimsgay, pour son question, vous savez, je suis très sensible à la crise de logement et au développement des logements sociaux et socio-communautaires dans notre arrondissement, notamment dans Parc Extension, où les besoins se sont accrus de plus en plus ces dernières années. Sachez que la construction de nouveaux logements sociaux est une compétence provinciale et fédérale, notamment en ce qui a trait au changement des lois avec la Régie de logement qui revient au gouvernement du Québec. Et je vois que M. Darwano, il est déjà, il a au tribunal administratif logement le 11 novembre. J'espère qu'il va avoir des résultats positifs. Alors, j'ai moi-même œuvré dans plusieurs dossiers pour défendre le développement des logements sociaux et depuis 2004 à aujourd'hui, nous avons eu 8 projets dans Parc Extension pour un total de 276 unités, mais ce n'est pas suffisant. Comme vous savez, la ville a acheté 3 lieux, le Hutchison Plaza, le Bétonnel sur Delépée au nord de Liège, ainsi qu'une autre propriété sur Saint-Urbain au nord de Jean-Talon. Maintenant qu'il y a eu une entente entre le fédéral et le provincial, ils s'entendent sur une contribution à la ville de Montréal pour le développer, ces logements sociaux. Alors, j'ai beaucoup d'espoir qu'on va voir la journée bientôt. Alors, nous avons réussi dernièrement à créer, comme j'ai dit, ces sites-là et il faut continuer à travailler. Et on a reçu aussi de nouvelles qu'il y aura un grand projet pour les logements sociaux dans le quartier autour de l'Université de Montréal, dans le quartier de Outremont, dans l'arrondissement de Outremont, à peu près 175 unités. Alors, je ne sais pas si vous êtes inscrit dans la liste d'attente pour avoir un logement subventionné, mais je vous conseille de le faire même si la liste est longue. Alors, c'est avec Apopex que vous pouvez vous inscrire et surtout que dernièrement, une entente est signée avec le fédéral et le provincial. On va voir le développement des logements sociaux et abordables bientôt. Alors, on continue à regarder de trouver des terrains vacants que nous pourrons acheter avec le droit de préemption que nous permettra d'agir en ce sens. Merci. Merci, Mme Desrosses. Alors, Mme la greffière. Madame la mairesse, j'aimerais répondre également. Merci. Oui, allez-y, Mme Pilato. Allez-y. Non, il n'y a pas de problème. En fait, merci aux deux citoyens qui nous ont posé la question. Je l'ai dit lors du dernier conseil, lorsqu'on a déposé l'avis de motion, mais c'était important pour nous
par souci de transparence, d'aborder l'ensemble des enjeux, autant les multiplexes que les maisons unifamiliales. Je m'explique. Votre question illustre bien l'enjeu lorsqu'on met en place un règlement encadrant le cadre bâti en arrondissement et encadrant le cadre locatif, la propriété locative. C'est important de vous dire que les évictions ne peuvent pas être réglementées en arrondissement. Et lorsque vous nous posez une question à l'effet de protéger contre les évictions, contre votre éviction en logement, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et je trouve extrêmement désolant qu'on ait une mairesse d'arrondissement qui est en train d'envoyer comme message qu'un règlement, aussi restrictif qu'il le soit, puisse nous permettre comme arrondissement d'empêcher l'ensemble des évictions. Votre propriétaire, par exemple, je ne connais pas votre projet précisément, mais un propriétaire pourrait toujours passer par le processus de PPC Moi, ce qui ferait en sorte que votre éviction, si elle n'est pas jugée illégale par le tribunal administratif du travail, aurait toujours lieu. Donc, c'est important pour nous d'avoir un règlement, oui, qui encadre le parc locatif en arrondissement, mais qui n'envoie pas des faux espoirs aux citoyens et aux citoyennes comme quoi on va restreindre l'ensemble des évictions parce que c'est tout simplement pas possible. Donc, je partage ce que la mairesse a partagé au tout début. On sait que le processus au tribunal administratif du logement et le processus d'éviction est extrêmement difficile. C'est la raison pour laquelle on met de l'avant un règlement qui vient encadrer le parc locatif en arrondissement, mais de façon juste, de façon transparente. Et je le réitère, c'est un règlement qui propose un encadrement plus restrictif que ce qui était prévu en arrondissement avant cette proposition, en fait, de règlement. Merci. Merci, Mme Filato. Et je vais juste ajouter une chose qui est très importante pour qu'on soit clair. Ce qui est possible, c'est de ne pas émettre de permis et cela pourrait freiner les évictions abusives. Madame la greffière, je vous demande de poser donc la troisième et dernière question, s'il vous plaît. D'accord, Madame la mairesse. Donc, la dernière question concernant le sujet à l'ordre du jour nous provient de Madame Dominique Martel. Donc, lorsqu'en mai, l'arrondissement a adopté un règlement qui permettrait à plusieurs locataires d'être protégés d'éviction, l'Association des locataires, ses membres et les militants se sont réjouis des mesures. Enfin, la voix des locataires avait été entendue. C'est donc avec une très forte déception que nous avons accueilli la motion déposée le 5 octobre. De fusionner deux logements veut dire qu'il y a automatiquement un logement qui disparaîtra, un logement qui, bien qu'exigu, n'est pas de trop dans le contexte de pénurie de logements. Comme vous le savez déjà, l'arrondissement est frappé par un taux d'inoccupation historiquement bas. Il n'y a pas de logement disponible. Lorsqu'un ménage locataire doit déménager pour trouver un logement qui répond à leur capacité de payer et qui répond à leurs besoins, ces familles locataires sont forcées de chercher des logements hors de l'arrondissement, voire hors de la ville, ou d'habiter dans des logements trop petits. Ainsi, en élargissant les critères qui permettent la fusion, vous envoyez un message clair aux locataires du Ballet. Comment allez-vous protéger les locataires de ces plex alors que les simples permis de l'arrondissement facilitent les procédures d'éviction au tribunal administratif du logement et expulsent les locataires dans un claquement de doigts? Pourquoi ne pas conserver le processus de demande de dérogation pour ceux qui auront une réelle volonté de transformer leur bâtiment? J'aimerais donc poser cette question aux élus alors que vous mentionnez vouloir garder des familles à Montréal. Oui, mais lesquelles? Merci, Madame Mongeau. Alors, bonjour, Madame Martel. Tout d'abord, je suis heureuse de savoir que notre première version du règlement vous satisfaisait. Elle me convenait aussi. Toutefois, sachez qu'après les consultations, j'étais d'accord pour des assouplissements. J'aurais accepté volontiers une superficie de 150 mètres carrés pour l'usage unifamilial.
J'ai même proposé 200 mètres carrés pour convaincre les conseillers et conseillères. Il n'y avait rien à faire. J'ai obtenu une fin de non-recevoir. Votre question, afin de savoir quelle famille on veut garder dans notre arrondissement, est très pertinente. Pour ma part, je tiens à garder toutes les familles, incluant les ménages locataires. Dans la situation actuelle, crise du logement, taux d'inoccupation extrêmement bas, on parle de 0,7% d'envillerie, embourgeoisement, rénoviction et j'en passe. Je pense que nous avions un devoir d'agir pour protéger le parc locatif et freiner les évictions des ménages locataires. Autoriser les fusions dans tous les plexes de 6 logements ou moins équivaut à cautionner les évictions. Effectivement, compte tenu de notre cadre bâti, c'est pratiquement tout notre parc locatif. J'ajouterais aussi que le moindre mal serait au moins que nos services n'émettent pas un permis une fois que le tribunal administratif du logement aura approuvé le projet de transformation et non pas avant. Je demande si les conseillers et conseillères accepteront de me suivre sur cette voie. Sur ce, je passe la parole à Mme Filato. Je pourrais peut-être répondre aussi. Monsieur Ouellet, si vous voulez répondre, allez-y. Oui, merci pour la question. Pourquoi l'enjeu est si difficile aujourd'hui? Parce qu'au point de départ, il y a une pénurie de logements. Il faut savoir que la population augmente. La population aussi fait en sorte que de plus en plus, on veut se loger dans plus grand également. Avec le télétravail aussi, il y en a peut-être qui vont vouloir une pièce de plus, des choses comme ça. Et ça fait en sorte que même si on ne construit pas, bien, la pression s'accentue d'année en année sur toutes les catégories de logements dans l'arrondissement. Donc, on a déjà cette préoccupation-là. Il faut savoir que pourquoi ce dossier-ci est si difficile? Parce qu'on est un peu dans un conflit de valeurs. Et on est dans un conflit de valeurs dans le sens que je crois que tout le monde à l'intérieur du conseil veut garder le maximum de familles, toutes catégories confondues, propriétaires, locataires, dans l'arrondissement. Par contre, c'est très difficile de faire parce qu'on essaie de régler avec des moyens indirects ce qu'on n'est pas capable de régler directement, c'est-à-dire directement les rénovictions, parce qu'on n'est pas le tribunal administratif du travail. Il y a plusieurs propositions qui sont proposées par la mairesse qui ne sont pas de juridiction d'arrondissement, malheureusement. Est-ce qu'on pourrait avoir ces pouvoirs-là? Peut-être qu'éventuellement, on les aura. Peut-être que la loi sur la régie du logement va être modifiée. Mais en attendant, on n'a pas ces pouvoirs-là. Donc, il faut être capable de faire un règlement qui prend en compte, qui essaie de minimiser la perte de famille, autant du côté locataire, autant du côté propriétaire, parce qu'il y a aussi cet autre aspect-là. Il y en a qui quittent le quartier parce qu'ils aimeraient bien, des fois, s'installer, mais ils ne trouvent pas non plus l'objet parce qu'ils ne peuvent pas agrandir, ils ne peuvent pas rénover. Donc, ils décident aussi de quitter le quartier et c'est aussi d'autres types de familles. Donc, on arrive là. Mais ce qui est le plus problématique, c'est un peu ce que la mairesse dit, c'est le discours de la mairesse. On est un conseil qui compte 2 élus de Projet Montréal, 2 élus d'Ensemble Montréal, une mairesse indépendante. Et pour tout type de règlement, il faut avoir la majorité. Et malheureusement, pour toutes sortes d'aspects, pour toutes sortes de raisons, le règlement qui était sur la table, autant la première version, autant la version amendée par la mairesse, n'était pas capable d'atteindre cette majorité-là. Donc, à la fin, écoutez, en tant qu'administrateur responsable, il faut quand même essayer de trouver le consensus qui va avoir une chance d'être voté par la majorité du conseil. Et c'est pour ça que Mme Filato a beaucoup travaillé pour être capable d'arriver à ce consensus-là. Est-ce qu'il est parfait? Non, évidemment, ça ne convient pas à tout le monde. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Peut-être que oui, mais il faut avoir ce consensus-là. Et de tous les cas, il y a une crise du logement qu'on ne pourra pas régler juste avec cet aspect-là. Je vais en parler plus tard quand on va être rendu au point. Donc, en terminant, je voudrais dire
il y a une différence entre être, on est rendu élu, on est rendu des administrateurs. On n'est plus juste malheureusement des partisans où on peut juste regarder un seul aspect, les problèmes sur une seule problématique. On doit prendre l'ensemble des points de vue, on doit prendre l'ensemble aussi des pouvoirs réels que l'arrondissement a en main pour prendre des décisions qui sont légales. Et c'est pour ça que Mme Filato a travaillé très fort sur ce règlement-là, qui va atteindre l'objectif d'avoir une majorité parce que malheureusement, le règlement n'avançait pas alors que ça faisait des mois qu'il y avait un effet de gel. Merci. Monsieur Ouellet, je veux juste dire, il ne faut pas juste regarder le point de vue des propriétaires. Et c'est ce que je déplore. C'est ce que j'ai à dire. Madame la mairesse? Oui, Madame Filato, vu que la question était dirigée à vous. Mais en fait, pour répondre à Madame Martel, je pense que Monsieur Ouellet a bien résumé la situation. On a eu l'occasion de se rencontrer dans le cadre des consultations, comme vous le savez bien. J'ai été aussi transparente dans le cadre de notre rencontre que je le suis aujourd'hui. Je vous ai partagé à quel point c'était difficile aussi de trouver cet équilibre et je pense que M. Ouellet a bien décrit la situation en arrondissement et le fait qu'on voulait absolument aller de l'avant avec un règlement qui encadrait le parc Madame locatif. Filato, désolée de... Oui? Oui, allez-y. C'est pas la question de Mme Martel? Oui, allez-y. Super, merci. Donc, écoutez, là, j'ai perdu mon fil, mais je pense que M. Ouellet a bien décrit la situation en arrondissement, la raison pour laquelle on souhaitait aller de l'avant avec un règlement qui encadrait le parc locatif. Il l'a bien dit aussi, il y a beaucoup de choses qui sont proposées par la mairesse qui, malheureusement, ne relèvent pas de nous en arrondissement. Elle a soumis dans le cadre de votre question une réponse à l'effet qu'elle a fait une proposition ou plusieurs propositions en lien avec les permis. Personnellement, j'en ai pris connaissance sur sa page Facebook. Elle ramène l'élément aujourd'hui. J'invite, en fait, la mairesse, je comprends qu'on n'est pas en débat actuellement, mais je vous invite, Madame la mairesse, en bonne et due forme, dans le cadre de nos discussions, de faire ces propositions-là. Ça fait 3 ans qu'on est tous et toutes élus. Et je pense que vous avez un rôle à jouer, un rôle de leadership, de mobilisation. Et je vous invite à faire ces propositions-là dans le cadre de nos rencontres et de bien valider vos pouvoirs comme mairesse, nos pouvoirs comme conseil d'arrondissement. Nous n'avons pas des pouvoirs illimités en matière de logement, en matière d'habitation. On fait ce que l'on peut. Avec les pouvoirs qu'on a. Mais l'important derrière tout ça, c'est autant les propriétaires que les locataires, c'est l'ensemble des citoyens et des citoyennes sur notre territoire. Et je pense qu'on leur doit d'être transparents, considérant les pouvoirs qu'on a en arrondissement. Merci. Merci, Mme Filato, et désolée de vous avoir interrompu. Ce que je tiens à dire, c'est que ce qui relève de nous, c'est l'émission des permis et ce que je proposais avait été vérifié par les services juridiques. Ceci étant dit, cela complète la période des questions du public et maintenant, je ne sais pas si vous, conseillères et conseillers, avez des questions. Non? Alors, nous sommes maintenant rendus à l'article 10.05, motion d'un conseiller ou d'une conseillère. Donc, suite au dépôt de la séance ordinaire du 5 octobre dernier, je vais demander à Mme Filato, appuyée par Mme Desrosses, de proposer la motion. Mme Mongeau. Je pense, Mme Mongeau, c'est à vous de lire la motion. Est-ce que vous désirez que je procède à la lecture de la motion? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? S'il vous plaît, Mme Mongeau, oui. D'accord. D'accord. Donc, le point 10.05, la motion visant à répondre de façon équilibrée aux demandes présentées lors de la consultation publique concernant le règlement modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement 01283 pour encadrer l'usage des bâtiments résidentiels. Attendu que les élus ont demandé à l'arrondissement de proposer un encadrement réglementaire visant à protéger le parc locatif, tout en permettant aux résidentes et résidents de nos quartiers d'y demeurer.
Attendu que les élus de l'arrondissement sont sensibles à la crise du logement, mais qu'ils n'ont pas le pouvoir de réglementer directement au sujet des compétences qui appartiennent au gouvernement du Québec, comme le logement social et les évictions. Attendu que l'arrondissement ne peut empêcher un propriétaire de faire des travaux sur son bâtiment lorsque ceux-ci sont nécessaires, ni évaluer les motifs derrière ces travaux, l'évaluation des évictions illégales appartenant au tribunal administratif du logement. Attendu que les résultats de la consultation publique qui s'est déroulée du 22 juin 2020 au 21 juillet 2020 présentent un bilan partagé entre les propriétaires, occupants et les locataires. Attendu qu'une ouverture doit être démontrée par les élus et élus de l'arrondissement afin de trouver une solution qui puisse répondre à cette recherche d'équilibre tout en préservant la mixité sociale et économique dans l'arrondissement. Attendu que, malgré les règlements visant à restreindre les fusions, agrandissements et conversions, ces projets de rénovation seraient possibles par voie de PPC-moi, processus qui, selon la consultation publique, peut s'avérer trop coûteux et une grave source d'incertitude pour un propriétaire occupant de l'arrondissement. Attendu que les projets de construction et de rénovation de logements sociaux et communautaires, comme l'achat de l'ancien hôpital chinois dans Villeray et le site de Bétonnelle et la Plaza Hutchison dans Parc Extension, contribueront à préserver la mixité dans l'arrondissement. Il est proposé par Mme Filato, appuyé par Mme Derosse, M. Ouellette et M. Corville, que l'arrondissement intègre au règlement les propositions de modification et les objectifs visés comme manière de répondre à cette recherche d'équilibre entre la protection du parc locatif et l'accessibilité du quartier pour les familles qui y résident, notamment dans les secteurs où le H1 est permis. Les duplex peuvent passer en unifamilial sans conditions supplémentaires. Dans les secteurs où le H1 est interdit, un bâtiment pourra être occupé par un seul logement à condition que la superficie de plancher de ce bâtiment n'excède pas 200 mètres carrés. La superficie de plancher est calculée à partir de la face interne des murs extérieurs et exclut le sous-sol, les escaliers et les ascenseurs ainsi que les garages. Dans tous les secteurs, pour les bâtiments de 3 logements à 6 logements, la fusion d'un maximum de 2 logements sera permise avec la possibilité de procéder ainsi qu'une seule fois. Que l'arrondissement effectue une vigie en continu sur l'application de la réglementation qui sera adoptée afin de s'assurer qu'elle réponde effectivement aux objectifs exprimés. Que l'arrondissement et les élus produisent un bilan annuel public en lien avec les impacts du règlement et qu'ils impliquent les comités de logement et la population en vue de le bonifier au besoin. Que les élus de l'arrondissement procèdent rapidement par voie de conseil extraordinaire afin de procéder à l'adoption des amendements et mettre fin à l'effet de gel. Voilà. Merci, Madame Mongeau. Donc, à ce moment-ci, je réitère ma demande à Madame Filato. Madame Filato et aussi Monsieur Ouellette, je vous demande de retirer la motion puisqu'elle ne permet aucunement de protéger les locataires des évictions ni protéger le parc locatif. Cette motion autorise de plein droit la fusion de logements, donc la perte de logements locatifs. Je rappelle à Mme Filato que dans Villeray, le taux d'inoccupation des logements est de 0,7% et que l'arrondissement a les moyens de faire une différence en limitant l'émission de permis qui sont des voies rapides pour les évictions. Je ne sais pas s'il y a des commentaires. Oui, Madame la mairesse. Oui, M. Ouellette. J'ai l'impression que là, je pense que l'ensemble des conseillers vont probablement vouloir parler sur ce point-là. Moi, je vais juste mettre un peu en contexte tout ce que l'administration, quand je dis l'administration Plante, fait au niveau du logement. Parce qu'il faut savoir qu'en termes de logement, on est vraiment l'administration depuis de très nombreuses années. Depuis de très nombreuses années qu'il n'y a aucune administration qui en a fait autant pour le logement. Je pense que c'est mieux dit comme ça. Et malheureusement, il n'y a pas de, en anglais, là, il n'y a pas de silver bullet. Hein, c'est un dossier extrêmement complexe. Il y a plusieurs réalités. On n'a pas tous les leviers, comme j'ai expliqué tout à l'heure, notamment au niveau de la Régie du logement, le tribunal administratif. Ce qui fait en sorte qu'on doit y aller de différentes façons. Et je vais juste vous citer quelques exemples.
parce qu'il y a plusieurs choses quand même qui sont en route ou qui ont même déjà été faites là, depuis les dernières élections, voilà 3 ans. Donc, bon, évidemment, il y a évidemment ce qui est le plus visible, ce qui est le plus symbolique, c'est évidemment l'achat là, du Hutchison Plaza, l'ancien hôpital chinois aussi, hein, donc des bâtiments très emblématiques. Ça faisait longtemps, il y a eu des manifestations aussi par rapport à ça, il y a eu beaucoup de questions au conseil d'arrondissement. L'ancien site de Bétonnel, peut-être un peu moins connu aussi dans le parc extension. Et il y a, sans compter que dans l'arrondissement, dans son ensemble, notamment dans mon district, dans le district aussi de M. Corville, il y a beaucoup d'autres projets là, de logements sociaux qu'on a acceptés au cours des dernières années, notamment là, directement dans ce mandat-ci. L'autre chose aussi, c'est qu'on est la première administration à utiliser le droit de préemption. Donc, c'est un nouveau pouvoir qui a été donné avec la loi sur la métropole et on a décidé de l'utiliser. On a déjà utilisé de l'utiliser dans différents cas. Et par exemple, juste au niveau de parc extension, donc dans le fond, au niveau du PEDUS, on parle quand même de 300 terrains et bâtiments qu'on a dûment noter comme étant pouvant faire l'objet du droit de préemption. Il y a aussi le nouveau programme Réno abordable, hein, parce que c'est beau construire, par exemple, des nouveaux logements sociaux, mais pendant ce temps-là, il y en a beaucoup qui se perdent parce que malheureusement, des fois, il n'y a pas eu d'entretien. Donc, justement, pour essayer d'aider à faire la rénovation de logements avant, finalement, qu'ils basculent à un état irrémédiable où, ben, finalement, des fois, c'est la démolition peu récente. Juste en 2020, une hausse de 63 millions au niveau du programme Accès-Logis, une hausse de 1 million au niveau de la brigade des inspecteurs salubrité au niveau de la ville de Montréal au complet, mais on est un des arrondissements qui en bénéficie le plus de par notre cadre bâti. On a aussi, finalement, puis ça, on a aussi des initiatives locales. Là, je parle beaucoup de l'administration Plante, mais je pense qu'on peut être fier aussi de toutes les choses qu'on a fait localement, notamment avec l'accompagnement personnalisé des différents projets, notamment de logements sociaux, hein, parce que c'est pas parce qu'on achète des terrains, etc., c'est pas la ville qui construit, c'est des équipes. Puis nous, on les accompagne très bien en arrondissement. On a toujours été fiers de ça. On a aussi essayé de réglementer ce qu'on pouvait aussi avec les pouvoirs d'arrondissement, notamment pour protéger les maisons de chambre, pour limiter dans de très petites zones les habitations de type Airbnb. Donc, ça, c'est des choses qu'on a fait localement, puis je pense qu'on peut être fiers. Il y a aussi le nouveau règlement, l'ancien 2020 qui s'appelle maintenant le règlement pour le métropole mixte. Écoutez, ça va tout changer la façon de construire à Montréal, la façon d'intégrer finalement les logements sociaux quand il y a des gros projets de redéveloppement et même en fait même des plus petits. Donc ça va être extrêmement intéressant. Donc ça va être vraiment une avancée majeure pour l'ensemble de la ville de Montréal. Donc on est extrêmement fiers. Donc c'est juste pour mettre en contexte que, puis j'oubliais, ben, écoutez, c'est tout récent, là, mais il y a toute la pression que la mairesse Plante a fait personnellement, autant sur le gouvernement du Québec et le gouvernement d'Ottawa pour qu'ils s'entendent sur le financement. Là, il y avait plus d'1 milliard qui était bloqué au fédéral au niveau de l'entente sur les logements sociaux. Donc ça, c'est toutes des choses qui montrent à quel point l'administration Plante, le logement, écoutez, c'est pas juste en parole, là, on agit sur énormément de fronts pour essayer de pallier à la situation. Et en arrondissement aussi, je tiens à souligner, nos fonctionnaires nous ont toujours accompagnés pour nous aider et accompagner aussi les groupes à faire des projets dans nos arrondissements, dans nos districts respectifs. Merci. Merci, M. Ouellet. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole? Oui. Oui, M. Corville, allez-y. Donc, merci, Mme la mairesse. Je pense qu'on est en présence d'une situation particulière. Et comme vous, Madame la mairesse, tous les conseillères et les conseillers sont très préoccupés également par nos citoyens, que ce soit les locataires, que ce soit les propriétaires. Nous étions face à une problématique particulière où est-ce qu'il y avait des situations pour lesquelles on n'avait pas les compétences. On ne peut pas agir au niveau de la régie du logement, c'est de compétences provinciales. Donc, nous, comme des gens responsables, il a fallu prendre une position, une décision face à une situation particulière.
D'un côté, les locataires, de l'autre, les propriétaires. Et les deux groupes sont importants pour nous dans l'arrondissement. Il a fallu arriver à un consensus pour permettre aux deux groupes de se trouver face à des décisions qui sont nécessairement pas ce que chacun aurait attendu. Mais il faut arriver à des consensus pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc, je pense que cette motion va nous permettre d'aller de l'avant. Aller de l'avant tout en donnant à nos citoyens et nos citoyennes des moyens pour avancer avec leurs projets et aussi qu'on continue à faire des représentations au niveau provincial. J'invite également nos citoyens à appeler aussi leur député provincial face à ce dossier. Donc, je pense que aller de l'avant avec cette motion va être de bonne guerre et cela va permettre à nos citoyens et à nos citoyennes de continuer avec leur projet. On va être toujours là pour veiller à l'équilibre du parc locatif. Face aux rénovations, il va toujours avoir des propriétaires de mauvaise foi qui vont agir en ce sens-là. Donc, mais j'ose espérer, avec cette motion, avec toutes les balises qui y sont présentes, je pense qu'on est sur la bonne piste et au besoin des ajustements se feront. Merci. Merci, M. Corville. J'ai vu Mme Deros, donc Mme Deros et ensuite Mme Filato aussi. Merci, Mme la mairesse. Alors, reconnaissent que les rénovations, les évictions et les reprises de possession abusives sont une problématique à Montréal. La modification de réglementaire qui a été adoptée au mois de mai, proposée par l'arrondissement, ne nous apparaît cependant pas le bon outil pour s'attaquer à ce problème. Cette réglementation donne l'impression que la Ville de Montréal agit, mais le problème persistera. Il n'empêche en rien les propriétaires de mauvaise foi de continuer leurs pratiques néfastes des rénovations, évictions et reprises de position, des positions abusives auprès des locataires. Le problème actuel n'est majoritairement pas causé par les propriétaires de bonne foi, Madame la mairesse, qui procèdent réellement à des rénovations et à qui l'arrondissement octroie un permis en bon et due forme. Il est plutôt causé par des propriétaires de mauvaise foi qui abusent de leurs droits de reprise de possession et d'éviction reconnus par le Code civil du Québec et exercent des pressions indues pour que les locataires quittent. Le seul but étant évidemment de relouer à prix plus élevé sans faire de rénovation ou sans reprendre possession de l'unité de logement. Au cours de 5 dernières années, 4 permis ont été accordés pour subdiviser les logements dans l'arrondissement, alors qu'on a créé au-delà de 1000 nouvelles unités pendant cette période-là. Pour ce qui est des réunifications des logements, le sommaire décisionnel relate que 139 permis auraient été émis en 5 ans, ce qui représente une perte de 154 unités sur le parc de logement de 65 000, 15 à Parkex, 106 à Villeray, 43 Saint-Michel et François-Perrault. 60% des permis de réunification à grandissement substantiel auraient été émis pour convertir des duplex ou des triplex en maisons unifamiliales et par le fait même pour permettre plus d'espace à des familles propriétaires. Le nombre de logements affectés par les travaux de division, subdivision, agrandissement substantiel ou changement d'affectation représente 0,26%, moins de 1% du parc de logement de l'arrondissement depuis les 5 dernières années. Ce nombre est marginal et ne saurait justifier la présente réglementation comme c'était proposé avant. Sur les conclusions de la consultation citoyenne, nous avons clairement entendu et compris
ce que les citoyens nous ont exprimé par la consultation publique, cette nouvelle réglementation nuira à la rétention des ménages et familles sur le territoire de notre arrondissement. Alors, la solution est d'offrir une diversité de produits dans le marché résidentiel et assurer que les options soient disponibles. Il ne faut pas d'empêcher quelques centaines de familles de concrétiser leur projet de vie. Alors, j'aimerais juste dire que le règlement du zonage permet de contrôler l'usage des terrains et des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence de construction. Ce n'est pas un outil approprié pour tenter de régler une cause de droit civil basée sur la mauvaise foi ou des intentions frauduleuses ou abusives. Nous sommes élus, Madame la mairesse, nous sommes élus pour faire un travail crédible, professionnel, qui s'appuie sur des constats, des données, des analyses et des faits. Et nous prenons des décisions à la lumière de ces éléments. Ce sont les raisons que j'appuie la motion proposée par Madame Filato. Nous souhaitons que la Ville de Montréal continue à faire des représentations auprès du gouvernement du Québec afin que les évictions et reprises de possession abusives soient sanctionnées plus sévèrement et mieux encadrées par le Code civil du Québec. Merci. Merci, Madame de Ross. Madame Filato? Oui, merci, Madame la mairesse. Donc, bien évidemment, j'appuie l'ensemble des propos de mes collègues. Et je tiens quand même à dire d'entrée de jeu, dans le cadre de votre présentation au tout début, vous avez mentionné le fait que cette séance n'est pas web diffusée. Je tiens quand même à rappeler qu'elle est clairement web diffusée parce que les citoyens et les citoyennes vont avoir accès à la web diffusion. Bien sûr, c'est une séance qui est différée, mais je tiens à rassurer l'ensemble des citoyens et des citoyennes qu'il n'y avait aucune tactique en lien avec ce choix. Pour nous, il y a certainement une urgence pour poser des gestes concrets, mais il n'était tout simplement pas possible pour nous, comme vous l'avez proposé, de répondre à votre version du règlement qu'il nous a été acheminé par vous à la toute dernière minute, la journée du conseil. Donc, c'était important pour nous d'avoir une séance qui était web diffusée et de mettre fin à l'effet de gel. Je ne vais pas revenir sur ce que mon collègue Ouellet a dit en détail, mais bien sûr, je pense qu'un éventail de mesures est extrêmement important pour venir contribuer à réduire les impacts de la crise du logement. On a besoin d'efforts de la Ville de Montréal, on a besoin d'efforts du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral. Et je crois très sincèrement que l'ensemble de ces entités peuvent compter sur l'appui des 5 personnes qui sont élues dans Villeray, Saint-Michel, Parc Extension. Mais on doit bien sûr agir en arrondissement dans les limites de nos compétences. Si on avait le pouvoir d'agir et de réglementer en matière d'éviction, je pense que les 5, on le ferait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je vous dirais que je suis assez surprise, Madame la mairesse, de vous entendre dire que vous souhaitez qu'on retire cette motion. Vous préférez avoir aucun encadrement du parc locatif plutôt que d'avoir un règlement qui vient quand même restreindre des droits autant en matière de conversion que en unifamilial, que de fusion des logements dans le cadre des multiplexes. Donc, pour nous, c'est quand même important d'agir. On vient limiter, même dans le cadre des multiplexes, le nombre de fusions qu'il peut y avoir à une seule fois. Et on met des critères et des balises très précises en matière de conversion en unifamilial. Donc, c'est tout à fait notre souhait d'aller de l'avant avec une réglementation. On le sait, il y a eu le processus de consultation publique, autant le processus formel que le processus informel, je dirais, qui a lieu depuis plusieurs mois déjà. Et on le sait, il y a un bilan qui est très, très partagé entre les propriétaires, occupants et les locataires. Ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que bien sûr, on pense à l'ensemble des personnes
sur le territoire de l'arrondissement, autant les propriétaires occupants que les locataires. C'est pourquoi on vient proposer une motion qui est équilibrée, qui vient restreindre certains droits, mais qui permet quand même aux propriétaires occupants qui font partie de nos milieux de vie, qui souhaitent aussi accéder à la propriété, tout comme les locataires le souhaitent. Donc, on ne veut pas chasser nos locataires ni nos propriétaires occupants et on ne veut surtout pas laisser la place par voie de PPC-moi, par exemple, aux promoteurs immobiliers, aux grands propriétaires qui viendraient remplacer nos familles en arrondissement qui souhaitent y demeurer, qui sont là depuis longtemps, comme vous le savez, Madame la mairesse. Je pense que comme élu, on doit démontrer qu'on est à l'écoute et surtout lorsqu'on procède à une consultation publique, il faut quand même écouter l'ensemble des personnes qui y participent et c'est pourquoi on veut aller de l'avant avec un règlement encadrant le parc locatif pour répondre en partie aux préoccupations des locataires et on veut aussi avoir certaines permissions, certaines choses qui sont permises pour nos propriétaires occupants. Et c'est là où on parle d'une recherche d'équilibre et de préserver la mixité sociale et économique qui est absolument primordiale. Je l'ai mentionné en réponse à une question d'un citoyen, mais c'est certain qu'il va être très important de faire un suivi serré de l'impact qu'aura ce règlement sur le parc locatif. Madame Desrosses l'a bien mentionné, ce qu'on souhaite avoir, c'est un règlement qui répond aux préoccupations citoyennes basées sur des faits, basées sur des chiffres. Et pour nous, cette motion, c'est une première étape qui est extrêmement importante pour protéger le parc locatif, autant pour les familles, pour les personnes qui souhaitent accueillir leurs parents, pour les personnes les plus vulnérables qui ont des craintes de perdre leur logement, les étudiants, les professionnels, les travailleuses et les travailleurs. Ce qu'on souhaite essentiellement, c'est que tous et toutes puissent se loger convenablement à un prix qui est abordable, qui a un juste prix. Et on fait notre part aujourd'hui avec cette première étape, cette première mouture du règlement et on contribue aux efforts de la Ville de Montréal, comme M. Ouellette l'a mentionné. On contribue également aux efforts des autres paliers gouvernementaux que l'on voit depuis un certain temps. Donc, cette motion que l'on propose se fait par souci de transparence dans les limites de nos compétences, bien sûr, d'ouverture à l'ensemble des citoyens et des citoyennes. Et je tiens à dire que cette ouverture demeure. Elle y sera en continu. On va demeurer à l'écoute des problématiques qui sont engendrées sur le territoire et on va tout à fait être ouvert à des amendements au besoin une fois qu'on aura évalué les impacts et qu'on aura produit un bilan annuel un an suite à l'adoption de cette motion et de cet encadrement. Merci. Merci, Mme Filato. Alors, quelques mots. Je dois dire, premièrement, que M. Ouellette, je suis d'accord avec vous. Le programme de Projet Montréal était ambitieux et me plaisait. Force est de constater que les résultats et les livrables ne sont pas au rendez-vous. Les logements sociaux et communautaires ne sont pas une panacée. 0 de livré jusqu'à maintenant, c'est déplorable. Le droit de préemption est une bonne nouvelle et je souhaite qu'on l'utilise, mais ça ne sera pas suffisant. Le 20-20-20 est aussi merveilleux, mais n'est pas en place et ce ne sera pas le cas avant, je ne sais même plus tellement il a été reporté. Peut-être que la ville et les arrondissements ont des propositions intéressantes, mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans Villeray-Saint-Michel Parc Extension. Monsieur Corvée, je m'excuse, mais le projet de règlement que nous avons adopté en mai dernier relevait de notre compétence. Et je ne Madame la mairesse. Pourquoi? Non, Madame Filato, Madame la mairesse. Je ne vous ai pas interrompu. Oui, mais en fait, c'est une question procédurale. Oui. Je veux juste m'assurer que si vous avez le droit de réplique, nous aussi, on l'aura. Parce qu'en principe, on a 5 minutes chaque pour parler et vous avez déjà parlé. Ce n'est pas un droit de réplique. Donc, vous ne répliquez pas à ce qu'on a dit? Moi, je actuellement?
Oui, ce sont des commentaires pour rectifier les points. Et donc, on aura cette même occasion? Moi, je n'ai pas utilisé mon 5 minutes, Madame Filato. Vous avez Je n'ai pas utilisé, parlé. vous avez certainement parlé bien au-delà de 5 minutes. Oui, mais c'était en ouverture, c'était pas pendant le Pas cours. du tout sur le point. Pas du tout sur le point. C'est maintenant, à ce moment-ci, que je prends la parole pour la première fois. Donc, ce que je disais, c'est que nous avons des outils et nous devons les utiliser. Et, M. Corville, je suis désolée, mais contrairement à ce que vous dites dans la motion, il n'y a aucune balise ni aucune protection. Et Mme Filato, vous détournez mes propos. Je ne propose pas qu'on réglemente les évictions, mais je propose qu'on limite les fusions de logements afin de diminuer les risques d'éviction abusive. Je réitère que le règlement que nous avons adopté à l'unanimité au mois de mai était issu des recommandations de nos services. Alors, pensez-vous qu'ils nous auraient recommandé des mesures qui n'étaient pas de notre ressort? Par ailleurs, je suis d'accord avec vous que tous les paliers doivent faire des efforts. Et dans notre cas, nous avons le pouvoir, notre pouvoir, ce sont les permis. Et aujourd'hui, je constate que vous baissez les bras. Et ceci met fin au débat. Alors, je demande, Madame la greffière, l'appel nominal du vote. Madame la mairesse, on a un droit de réplique? Oui, je pense. Il n'y a pas de droit de réplique. Mais, excusez-moi, Madame Mongeau, peut-être juste expliquer, étant donné qu'il n'y a pas de réplique, je pense que tout le monde a droit à son 5 minutes. Je ne sais pas si, parce que par exemple, étant donné que moi, je voudrais peut-être juste venir corriger l'information, donc je ne sais pas s'il me restait du temps. Écoutez, effectivement, le règlement de régie interne permet un 5 minutes selon l'article 46 au niveau de notre règlement de régie interne. Écoutez, bien sûr, et ça se fait fréquemment dans divers conseils, vous pouvez déborder un petit peu, là, c'est ce qui est souhaité. Donc, écoutez, on n'a pas le temps exact de chacun, mais disons que Mme Filato et M. Ouellette, vous êtes à peu près là, à 5 ou 6 minutes, là. Donc, je vous laisse voir, Mme la mairesse, comment vous pourriez accepter de prolonger, c'est votre droit, là. Moi, à mon avis, cela met fin au débat. J'ai noté le nombre de minutes et comme vous, j'avais constaté qu'on était à 5 ou 6 minutes. Et tout a déjà été dit. Donc, à ce moment-ci, je demande l'appel nominal du vote, Mme la greffière. Je trouve vraiment désolant, Madame la mairesse, que vous ne nous permettez pas de répondre à vos propos quand vous dites clairement des choses comme « vous détournez mes mots ». Ce qui n'est pas le cas. Merci. Ceci, vous avez peut-être mal interprété ce que j'ai dit et je m'en excuse, Mme Filato. Je ne crois pas avoir mal interprété. Merci. J'ai retiré mes paroles. Alors, donc, le vote nominal, Madame la greffière? D'accord, Madame la mairesse. Simplement, vous mentionnez, donc si je comprends bien, vous faites une demande pour un vote nominal. Pour le vote, ça me prendrait un appuyeur pour la demande du vote, pour les fins de la résolution. Y a-t-il quelqu'un qui appuie la demande de vote? Il n'y a personne. Donc, à ce moment-ci, ce que le règlement prévoit, donc s'il n'y a pas de demande de vote, donc l'article 81 nous dit que si aucune demande pour la tenue d'un vote n'est formulée, le maire d'arrondissement le déclare adopté ou un membre du conseil peut évidemment demander au secrétaire d'arrondissement, dans ce cas-ci substitut, de noter sa dissidence au procès-verbal. Donc, est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Oui, alors, Madame Mongeau, alors à ce moment-ci, je vous demande de noter ma dissidence au procès-verbal, s'il vous plaît. D'accord. Donc, effectivement, donc en conséquence, on considère donc, juste pour les fins aussi du procès-verbal, juste bien m'assurer, donc
Pour la motion proposée par Mme Filato, est-ce que je prends bien les appuyeurs dans la motion, c'est-à-dire donc Mme DeRosse, M. Ouellette, M. Corville, ce sont les appuyeurs? Oui, oui, dans mon cas, c'est bien Ouellette. Oui, de Mary Durance aussi. Oui, M. Corville. Parfait. Donc, à ce moment-ci, donc sur la motion, l'article 10.05, il est donc proposé par Mme Filato, appuyé par M. Ouellette, Mme DeRosse et M. Corville. Il est donc adopté à la majorité en conséquence, et nous inscrivons la dissidence de Mme la mairesse. Au point. Et aussi, j'aimerais que vous puissiez, moi, ce que j'ai aussi, je vais mettre au fait un droit de veto sur cette décision. Là, bon, d'accord, juste comme information, bon, un droit de veto, il faut que la résolution soit adoptée, donc c'est le cas. Effectivement, la résolution est actuellement adoptée en conséquence à la majorité. Ce que ça veut dire, un droit de veto, c'est un droit de reconsidération avant de signer la résolution. Donc, vous avez 96 heures pour ce droit de reconsidération. Donc, vous pouvez exercer si donc vous désirez ne pas signer la résolution. Ce qui est important de noter, c'est que si c'est le cas, le point devra être ramené à la prochaine séance du Conseil, qui sera déterminée évidemment par les membres. Donc, ça ne fait que reporter, ramener le même article, la même motion à une prochaine séance. Madame la mairesse, oui. Est-ce que je comprends que vous êtes à l'aise à prolonger l'effet de gel que subissent les citoyens actuellement? Madame Filato, que voulez-vous? Au dernier conseil, on aurait pu très bien aller de l'avant. Vous aviez l'option, plutôt que de déposer une motion, de faire un amendement et vous ne l'avez pas fait. Donc, s'il vous plaît, Madame la ne mairesse, pas le vous nous avez blâmer. envoyé un ordre du jour, vous nous avez envoyé un dossier décisionnel quelques heures avant un conseil d'arrondissement. Est-ce que vous jugez que c'est responsable, à titre de mairesse, de demander à des conseillers et des conseillères dûment élus pour représenter des citoyens et des citoyennes de nous envoyer un dossier le jour du conseil et de proposer des amendements? Que voulez-vous que je vous dise? J'aimerais que vous répondiez à la question. Je ne peux pas accepter cette motion. Alors, merci. Et je propose la levée de l'Assemblée. Ceci me fait à l'Assemblée.